Merci de nous être fidèles. Troisième partie de Politicien et nous sommes toujours en compagnie de nos invités Karine Orio, Oumarba et Basten Moubamba. Ils seront 15,8 millions d'électeurs à se rendre aux urnes ce 7 décembre 2016 au Ghana. Pour l'opposition, l'heure de l'alternance a sonné. Confiant ses leaders bas de campagne dans les bastions du pouvoir, mais pas seulement. C'est un sujet qui nous a été préparé par Deogracias Podo et Siamlo Victoria Sedi. Près de 16 millions d'électeurs se rendront aux urnes le 7 décembre 2016 pour élire un nouveau président de la République au Ghana. Selon la commission électorale, les votants seraient aujourd'hui plus nombreux, soit environ 2 millions de plus comparativement au scrutin de 2012. De quoi rassurer l'opposition plus que jamais convaincue de tirer cette fois-ci son épingle du jeu. Sur les 7 candidats en lice, Nana Akufo-Addo porte un flambeau du principal parti de l'opposition, le New Patriotic Party NPP. Multiplie les initiatives. Ce n'est pas seulement pour faire valoir l'idéologie de notre parti ou encore haranguer des foules et les convaincre de choisir le candidat du New Patriotic Party que nous manifestons. La cause pour laquelle nous manifestons, c'est surtout pour rappeler les valeurs de la démocratie, le respect de la dignité humaine et particulièrement celle des citoyens de cette nation. Especially of all the citizens of our nation. This has always been the core of our tradition. Dans cette course à l'investiture présidentielle au Ghana, les arguments présentés par les challengers sont nombreux. Alors que le président sortant John Dramani Mahama met en avant son bilan économique, l'opposition dénonce les multiples scandales de corruption au sein de l'administration publique, les difficultés énergétiques, le déficit budgétaire et l'inflation toujours à la hausse. Les opposants ghanéens proposent des réformes stratégiques pour un renforcement de la stabilité démocratique, de la paix et de l'unité du pays. Nana Akufo-Addo, Ivor Kobina Greenstreet, Jacob Ozeyeboa ou encore Konadu Rawlings, tous de l'opposition mettent tout en œuvre pour convaincre les électeurs encore indécis. Nous devons saisir une opportunité comme celle-ci pour discuter des politiques, des programmes et des solutions à toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en tant que nation. Je voudrais dire aux membres du NDC encore au pouvoir que nous continuons à vous observer. Le Ghana vous regarde. Faites ce que vous avez à faire. Bientôt, nous serons au pouvoir pour rétablir la situation. Le peuple va bientôt élire des dirigeants qui seront en mesure de mieux gérer le pays. Depuis le début du processus électoral, la commission électorale n'a de cesse d'insister sur la responsabilité des différentes parties engagées dans la compétition. L'institution met également l'accent sur la nécessité d'un dialogue politique post-électoral. Kobina Greenstreet, Jacob Ozeyeboa, Nana Akufo-Addo, Konadu Rawlings, pour ne citer que cela. Karine, lequel de ces candidats de l'opposition tire son épingle du jeu? Alors, je ne sais pas celui qui propose effectivement, parce qu'il propose en gros des réformes qui sont des réformes stratégiques. Il dénonce beaucoup la corruption. Est-ce qu'il y en a un qui effectivement a su convaincre ou apporte une proposition qui soit une proposition réaliste auprès du peuple? Je ne fais pas vraiment la différence. Donc, pour moi, écoutez, je ne vois pas. Monsieur Ba. Je pense qu'on peut donner la prime quand même à M. Comment dirais-je, Nana Akufo-Addo, qui a une plus grande expérience et qui s'était déjà qualifié. Donc je crois qu'il a un appareil politique qui lui permet d'accéder d'avoir la primauté sur les autres, de mon point de vue. Pour l'instant, il appartiendra aux autres également de pouvoir travailler leur leadership interne et de tisser le maillage territorial. Ce serait intéressant pour les futurs challenges. Lorsque je disais tantôt que la prééminence électorale peut plus ou moins avantager dans une certaine mesure le président sortant, c'est que nous avons là, pas une élection présidentielle décalée, mais combinée à une élection à députation. Si on regarde ce qu'on appelle les lois de Duverger, c'est que généralement, quand c'est comme ça, il y a une certaine cohérence entre le vote par rapport à la liste et le vote par rapport au candidat présidentiel. Maintenant, c'est vrai que globalement, on saura le 7 décembre qui seront les qualifiés pour le second tour, si en second tour, ou qui sera élu à l'issue de l'élection présidentielle.
Monsieur Moubamba, vous partagez ce qui a été dit par Monsieur Ba. Ben écoutez, si l'on se base effectivement sur le socio-discursif, on se rend bien effectivement compte que, disons, avec effectivement plus de 15 millions d'électeurs appelés aux urnes, eh ben, le Ghana compte majoritairement une jeunesse assez conséquente. Donc aujourd'hui, le réquisitoire de la jeunesse, effectivement, fait appel, disons, à des concepts transcendantaux comme l'égalité, comme la justice, comme la démocratie, comme également, disons, l'égalité. Et je pense, oui, pourquoi pas, M. Akufo-Addo pourrait bien sûr profiter effectivement du ventre mou de la crise économique ghanéenne pour, pourquoi pas, corriger l'erreur, si on peut l'appeler ainsi, de 2012. Karine, monsieur Akufo-Addo fait office d'opposant historique au Ghana. Qu'est-ce qui lui a manqué jusqu'ici pour s'imposer? Quels sont ses points faibles finalement? Je pense qu'effectivement, bon, il n'a pas bénéficié. Monsieur Mahama a déjà été président par intérim. Il avait une maîtrise, même s'il est arrivé au sein d'un parti qui était miné par les divisions, mais il était déjà en poste. C'était un avantage. C'est un avantage qu'il a eu sur Monsieur Akufo, qui était non négligeable. Maintenant, effectivement, comment est-ce qu'il a perdu en 2012? Je pense que avec 3 points de différence, ce qui est vraiment un score qui est très très bas. Aujourd'hui, il faut peut-être qu'il se rapproche un peu plus et qu'il ait un appareil qui soit porté par un appareil un peu plus solide. Ça va certainement, en tout cas, l'aider si c'est lui qui arrive à convaincre le peuple ghanéen. En tout cas, il bat campagne principalement dans les bastions du pouvoir. Quelle lecture, monsieur Ba, faites-vous de cette stratégie? Oui, c'est qu'il veut grignoter le maximum possible. Il est dans une logique du coach all party, c'est-à-dire qu'il faut prendre le maximum possible à son challenger politique. Mais globalement, si on regarde très bien, le fief de votre challenger, il est généralement son fief, donc électoral. Et là, vous jouez à quitte ou double. Soit vous parvenez à prendre les indécis qui y sont, soit vous laissez le fief et vous allez chercher maintenant les nouveaux inscrits, c'est-à-dire la jeunesse, les classes qui sont laissées en rade, etc., et c'est de les convaincre à aller voter. Et je crois que d'abord à s'inscrire, puis à aller voter. Donc ce n'est pas forcément la bonne stratégie. On ne sait pas, on saura au bout des résultats ce qu'il en sera pour pouvoir juger ex post. Mais je dis qu'il y a 2 stratégies qui sont là, qui s'offrent à lui. Il a privilégié la première. Voyons voir si elle sera bénéfique ou pas. Alors oui, effectivement, Monsieur Akufo-Addo jouit effectivement de ce capital de légitimité acquis déjà durant l'élection de 2012. On espère bien qu'en 2016, il pourra transformer l'essai. Alors, l'opposant historique, Karine, bénéficie du soutien de nombreuses personnalités extérieures. Dans quelle mesure cela peut faire pencher la balance lors de cette élection ? Alors ça, c'est toujours intéressant parce qu'à chaque fois qu'il y a une élection sur le continent africain, il y a toujours effectivement des sympathies qui rentrent en compte. Je pense que c'est peut-être bien pour lui en termes de diplomatie plus tard. Cependant, c'est déjà sur le territoire que tout se joue et c'est avec le peuple qu'il faut qu'il parle. Je pense que ça, c'est assez important. On a vu dans certains pays en Afrique des personnalités qui n'avaient pas du tout d'amitié avec d'autres personnalités, mais qui sont quand même arrivés au pouvoir et qui ont pu d'ailleurs rester au pouvoir. Donc, je ne sais pas si ça rentre en compte, en tout cas pour moi. Votre point de vue là-dessus, sur ce qui vient d'être dit par Karine? Oui, elle a très bien parlé. Je crois que globalement, dans une élection, on capitalise tout et généralement son capital symbolique personnel est en train d'être renforcé par une sorte de reconnaissance et de connexion exogène. Mais je pense que le peuple est souverain. Et c'est au peuple ghanéen qu'il faut d'abord convaincre. Et si le peuple est d'accord, ou bien et vous élise, c'est une bonne chose. Mais je pense que globalement, le fait d'avoir une reconnaissance internationale peut être aussi une plus-value du point de vue de la politique interne. Mais ça peut aussi vous jouer parfois de mauvais tours. Tout dépend de quelles connexions exogènes vous avez. Selon ces connexions-là, si elles sont bonnes pour le pays ou pas, là,
des critiques peuvent aussi vous être adressées dans une certaine mesure. Donc, je ne saurais avoir une opinion tranchée sur ce sujet. Allez-y. Alors, mais dans la construction d'une image politique, madame, il faut rappeler d'abord qu'il est un fait de géopolitique qu'il existe un lien entre le territoire et la politique, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait, effectivement, de bénéficier d'un capital de sympathie à l'extérieur de son pays, cela apporte effectivement une crédibilité à M. Addo, qui peut être une plus-value même politique d'un point de vue effectivement stratégique, parce que on doit effectivement savoir que ce qui fait effectivement un président ou encore un présidentiable, c'est surtout sa capacité à drainer des réseaux, et non pas simplement des réseaux populaires, des forts soutiens populaires, mais à l'extérieur du pays également, on peut trouver, disons, des appuis assez sérieux. La preuve est que pour contrebalancer disons, le réseau de relations mis en place par M. Mahama, on peut voir par exemple qu'il a bien assis, disons, sa notoriété dans en fait les cercles fermés des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et en fait Afrique du Sud. Donc on se rend bien compte par là effectivement qu'au-delà même, disons, de l'influence géopolitique des grandes puissances, M. Addo jouerait, pourquoi pas, à gagner, à nouer ou encore à renforcer ses relations, non seulement sur la scène sous-régionale, mais aussi au-delà. Karine, vous n'avez pas d'accord? Non, parce que moi je nuancerais effectivement les propos. Je pense que c'est un peu de la théorie de penser effectivement que c'est bien. Je ne dis pas qu'il faut effectivement ne pas avoir de relations ou soigner ses relations publiques, comme on le dit des fois. Mais enfin, la réalité est tout autre. On l'a vu encore avec l'élection américaine dont tout le monde parle. Trump ne jouissait pas d'une image sympathique auprès d'ailleurs même de la France et d'autres pays. Après, effectivement, sur le continent africain, il y avait des sympathies envers Trump. Mais de l'autre côté, ce n'était pas du tout ça. Aujourd'hui, il est le président des États-Unis et voilà, il va devoir composer. Il s'est peut-être excusé sur certains points, mais il va devoir le faire. Donc il n'a pas eu besoin, c'est juste pour dire que, je terminerai par là, pour dire qu'il n'a pas eu besoin effectivement d'être effectivement crédible par ses relations en dehors du pays. C'est d'autant plus vrai que lorsque vous êtes élu, vous bénéficiez d'abord de la légitimité de l'incarnation même personnifiée de l'État. Et donc, à partir de ce moment-là, vous portez la voix du Ghana ou du Sénégal, de notre pays. Et je crois que, globalement, il faut faire très attention par rapport au fantasme qui consisterait à penser qu'il faut d'abord avoir des connexions externes avant de pouvoir être élu dans son pays. Je crois que le seul souverain, c'est le peuple. Il faut d'abord convaincre son peuple, être au service de son peuple avant et après tout, ce qui n'exclut pas d'avoir des reconnaissances, des connexions, etc. Mais il faut faire attention, éviter de faire de telle sorte que ces connexions-là puissent vous prendre demain en otage et que vous puissiez saper ainsi les intérêts vitaux de votre pays. Oui, en fait, je pense effectivement que par sociologie comparée, Madame Oriot parlait à l'instant effectivement des États-Unis, mais la configuration est totalement différente parce que quand on regarde un peu sur la scène sous-régionale africaine, on peut se rendre compte que non loin du Ghana, la Côte d'Ivoire a vu accéder au pouvoir M. Alassane Ouattara, qui a effectivement bénéficié dans un contexte particulier, me direz-vous, effectivement, au pouvoir. Il y a d'autres exemples aussi à l'échelle panafricaine. Donc c'est vrai, on peut relativiser. Je concède à Mme Oriot effectivement le fait que ce soit le peuple qui choisisse, mais par-delà, il y a bien sûr des réseaux qui peuvent malencontreusement faire basculer une élection d'un côté ou d'un autre. Oui, alors Monsieur Moubamba et moi, on n'est pas très souvent d'accord, mais je finirai en disant que comparaison n'est pas raison, parce que en fait c'est notre erreur quand on fait des analyses. On compare souvent effectivement le cas de la Côte d'Ivoire avec le cas du Ghana ou le cas du Congo, avec le cas par exemple du Gabon, et puis plus tard ce sera le cas du Cameroun. Vous le savez comme moi, la culture, la sociologie, l'histoire du pays compte, et puis les habitudes électorales, la sociologie électorale est tout à fait différente. Ce sont des facteurs qui sont, à mon sens, plus importants effectivement que après le soutien de personnalités extérieures. Je suis tout à fait d'accord avec Mme Oriot, d'autant plus que si monsieur parle de sociologie comparée, je voudrais même l'interroger sur de quelle sociologie comparée parlez-vous.
Et à partir de ce moment, le débat aurait été plus intéressant. Et deuxièmement, dire qu'il faut d'abord compter sur la sociologie interne, ce qu'on appelle l'éthos culturel, ce qui n'exclut pas effectivement d'avoir une reconnaissance internationale. Mais attention, il ne faudrait pas que les connexions externes prennent le pas sur l'intérêt vital d'un pays. Pour revenir à la présidentielle ghanéenne, l'opposition, M. Mubamba, se dit quasiment certaine de remporter ce scrutin. A-t-elle raison de se montrer autant optimiste? Écoutez, disons, on ne va jamais à une élection effectivement avec l'idée de la perdre. Donc je pense effectivement qu'au regard bien sûr, disons, des concepts transcendantaux que j'ai énumérés, tels que effectivement, disons, l'égalité, la justice et bien d'autres concepts qui peuvent aujourd'hui, disons, être utilisés par, disons, les candidats de l'opposition. Je pense que, effectivement, si le peuple, et là je rejoins effectivement mes contradicteurs d'il y a quelques minutes, en disant que oui, effectivement, c'est le peuple ghanéen qui choisira, même s'il est vrai que, n'étant pas dans le secret de Dieu, on ne peut pas dire de quel côté penchera la balance. Alors Karine, M. Akufo-Addo promet, s'il est élu, de mettre à la disposition de chaque circonscription l'équivalent d'1 million de dollars par an pour lutter contre la pauvreté. Est-ce réaliste compte tenu de la conjoncture actuelle? C'est une promesse. C'est une promesse de candidat, comme on en voit souvent, effectivement. Pourquoi est-ce que le président en place ne l'a pas fait? S'il disposait de ce tiroir caisse avec effectivement des millions, je pense que c'est une promesse qu'il fait. L'opposition bénéficie en ce moment même du fait que le peuple est audible, parce que le peuple souffre effectivement avec tout un bilan qui est contesté. Ils ont la possibilité de venir effectivement faire ce genre de promesses, mais je crains que ce ne soit faisable. Alors un premier débat télévisé a eu lieu au Ghana ce mercredi, mais l'opposant historique n'y a pas pris part. Il a déclaré qu'il avait des choses plus importantes à gérer. N'est-ce pas là une erreur stratégique finalement, M. Ba? C'est son choix, il faut le respecter. Je ne pourrais pas porter un jugement direct pour ne pas influencer le vote à mon niveau très, très restreint. Mais vous me permettrez de dire qu'il faut respecter les règles du jeu. S'il y a, comment dirais-je, lorsqu'on organise dans le processus électoral un débat, il faudrait y aller parce que ce n'est pas plus important d'aller s'exprimer, confronter vos idées avec vos adversaires et parler à son peuple. Il n'y a rien de plus important que ça. Et deuxièmement, je crois que c'est une occasion qu'il est en train de rater qui est importante pour pouvoir s'exprimer aussi bien vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis de la scène internationale pour que les gens puissent savoir qui a la meilleure candidature. Là où je vais rebondir par rapport à l'analyse d'Orio, c'est que globalement, si vous regardez très bien, la promesse, elle est électoraliste dans une certaine mesure. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que si vous disiez que vous promettez 1 million de dollars pour chaque circonscription, ce qui revient à dire que vous promettez 275 millions de dollars, parce qu'il y a 275 circonscriptions, chacune d'entre elles devant désigner un député. C'est là où je disais que, dans une certaine mesure, du point de vue de la sociologie électorale, l'avantage primordial irait en amont, au bénéfice de celui qui aura le plus d'électeurs, n'est-ce pas, députés, d'élus députés du moins, dans une certaine mesure. Et donc, la bataille va se faire là. Et donc, la différence de voix qu'il doit avoir pour pouvoir gagner, lui, s'il veut, il lui faut contrôler l'essentiel des circonscriptions de la députation. S'il ne l'a pas, même s'il devenait président de la République, il ne pourra pas gouverner de façon pertinente parce qu'il n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale. Merci M. Ba pour toutes ces précisions. Merci également d'avoir pris part à ce débat. Je rappelle que vous êtes politologue. C'est nous qui vous remercions. Karine Orio, merci d'avoir répondu à notre invitation. Graziella. Je rappelle que vous êtes donc journaliste camerounaise. Et M. Basten Mubamba, merci également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes doctorant en communication politique. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.